de Radio Taxi FM 93.1 FM. Lomé au Togo, abonne-toi à Radio Taxi FM TG sur YouTube. Like, commente et partage ton programme préféré diffusé sur la géniale des radios Taxi FM. Taxi FM sur YouTube, Radio Taxi FM TG. Les programmes de la géniale des radios de ta capitale en boucle. À la gare routière de l'information Saint-Éric-Gator. La gare routière de l'information. Très heureux de vous retrouver. Avec toutes ces équipes se retrouvent en plateau. Je poserai la question à mes confrères en studio. Décryptage, analyse. Ça va être pire demain. Débat. L'ascension est méritée. Ce qui reste pour un pays, pour un peuple, c'est son histoire. Sont au rendez-vous de l'actualité, de la cité. La gare routière de l'information, c'est du lundi au vendredi de 11h à 12h30. À très bientôt, au revoir. Taxi FM, votre radio d'opinion. Émission politique, sportive et culturelle, en direct. Madame, Monsieur, bonjour. Bonjour à tous. Ravi de vous retrouver ce matin pour analyser et commenter encore les grands sujets qui font l'actualité chez nous au Togo, principalement l'actualité socio-politique et économique de notre cher pays, le Togo. Dans notre taxi ce matin, trois confrères vont nous aider à analyser et puis commenter les sujets d'actualité. Acha Ibrahim, du journal Temps Nouveau, Francisco Napokura Tampa Express. On sera rejoint tout à l'heure par Isidore Sassoua Color du journal Actu Express. Nous parlerons de beaucoup de sujets. Nous parlerons de la question des droits de l'homme et cette exhortation, cet appel de la CNDH, la Commission nationale des droits de l'homme, lié donc à la détention préventive. La CNDH se montre, je dirais pas rebelle, mais contre son usage excessif. Pourquoi les juges parlent aujourd'hui de l'abus à peu près? On va revenir sur le sujet. Oui, la question de la dette, puisque la rencontre initiée par l'Union africaine et le Togo, depuis lundi, s'achève ce soir dans la capitale togolaise. On va revenir donc sur la question de la dette. On en parlera, hein, la dette, une menace pour le développement, puisqu'on a écouté Faure Gnassingbé lundi dernier, lui qui dénonçait clairement une architecture internationale injuste sur la dette. La question fondamentale que tout le monde se pose, on a écouté la classe opposante au Togo aussi qui pose clairement la question, que faisons-nous au Togo de l'argent emprunté? Cette question, je vais la poser aussi à mes confrères dans notre studio virtuel. Acha Ibrahim, Francisco Napokura, Isidora Coulor, c'est parti pour 12h30 en temps universel. Taxi FM, la seule radio de débat, d'infos et de sport. Merci pour votre fidélité à la radio Taxi FM, et comme annoncé avec mes confrères dans notre studio. Acha Ibrahim, bonjour. Bonjour Saint-Éric-Gator, bonjour aux auditeurs et auditrices de notre taxi. Merci de nous rejoindre à l'antenne ce matin. Bonjour Francisco Napokura, sinon rebonjour. Oui, bonjour à Saint-Éric-Gator, le confrère Ibrahim Macha en studio, aux auditeurs, auditrices, et Francis, hein, que je n'oublie pas, hein, là-bas. Oui, notre technicien. Isidore, hein. Donc, pour cette émission spéciale, cher Éric-Gator, oui. j'ai fait, disons, un petit déjeuner 3 pièces. Qu'est-ce que c'est que ça encore? Azingokui, est-ce que vous en avez encore mangé? Ah, ben dis donc. Azingokui, j'ai plus adoré. C'est les 3 que j'ai mangé ce matin pour pouvoir donner l'énergie nécessaire, n'est-ce pas? Je vais être un peu curieux là, avec quelle huile? Pardon? Avec quelle huile? Bio.
Bon, c'est des Moi, questions. j'ai du bécou avec moi, de l'huile rouge, j'avais du bécou, et puis il Ah, super. fallait écraser simplement un peu de beurre ébaissé avec l'oignon, et puis tout est bien parti. Donc, Ah, en fait, ah ben, moi-même, je suis un cuisinier né, donc ne vous en faites pas pour ça. oui, quand on est né, grandi à Kwadapé avant de s'exiler à Bassar, c'est ce que ça donne à peu près. Mais écoutez, on comprend à peu près. On va y aller. Nous aussi, Acha Ibrahim, il nous donne des idées. À 12h30, lorsqu'on finira, on va faire un tour chez la dame d'à côté, n'est-ce pas? Bien évidemment. Merci. C'est pour détendre un peu l'ambiance avant de commencer d'ailleurs. On va d'abord évoquer la question des droits de l'homme. Nous savons qu'au Togo, il y a plusieurs qui sont dans nos prisons pour leur opinion, même. Il y a des gens, ils ne sont pas arrêtés par rapport à leur opinion, mais qui sont quand même à la prison. Aujourd'hui, la CNDH lève un petit peu la voix. C'est inhabituel, puisque la CNDH critique clairement la perception sociale par rapport donc aux détentions. Elle estime que les juges, à peu près, en font un peu trop, qu'en réalité, la détention ne devrait pas être la règle. Et la CNDH fait deux propositions fondamentales. Elle parle des alternatives à la détention, permettant à peu près aux présumés innocents de comparaître libres devant le juge, et une limitation stricte de la durée de détention préventive. Alors moi, j'ai envie d'avoir votre idée sur cette sortie de la CNDH qui, visiblement, est contre l'usage excessif de la détention préventive. Je commence par vous, Francisco. Pourquoi? Oui, vous savez que la question des prisons nous intéresse à Tampa Express. Il y a seulement quelques semaines, nous avons sorti un dossier sur la prison civile de Bassar. Et nous sommes même sur un grand dossier sur les surveillants en chef de prison et autres. C'est un gros dossier qui va arriver parce que nous avons demandé au ministre de la Justice des informations sur sa version des faits. Nous l'attendons incessamment. Donc, cher Erigato, cette histoire de détention préventive a pris de l'ampleur depuis les dernières réformes instaurées par le ministre Puce Agbetomé, où on est même jusqu'à aller isoler la justice du justiciable. J'ai toujours donné l'exemple de Bassar parce que c'est ce que je maîtrise le mieux. Vous imaginez, vous prenez Bassar, Darkbanga, tout. C'est un territoire, disons, plus vaste que la région maritime. Bassar, Guérin-Kouka, et choses. Plus vaste que la région maritime. Et la seule prison civile qui devait contenir à peine 50 personnes est à Bassar. Donc, imaginez que tout ce qui peut être pénal et autres. Donc, on prend la personne depuis la plaine des Mots, on la transporte, on vient déposer à la prison. Et là, écoutez-moi bien, c'est parce que cette réforme a donné, disons, disons la force et, comment vous l'appelez, aux auxiliaires. Oui, aux juges. Aux auxiliaires d'abord. Ah, d'accord, oui. Même quand ils prennent les gens, d'accord, ils ne doivent pas les garder. Oui, aux OPJ, oui, bien sûr. Plus de 72 heures. 3 jours. On peut les prendre et venir déposer en prison par une note de service, sans même que le procureur, sans même que la personne passe pas devant le procureur. Donc, ce qui dit que c'est un oublié de la prison civile, des prisons. Donc, il y a ça. Maintenant, quand on dépose la personne, le juge se dit qu'il est chargé, qu'il est surchargé, ou parce que ce n'est pas un peuple qui va aller donner de l'argent ou des bœufs pour se faire libérer. Donc, vous allez voir que c'est comme ça nos concitoyens sont abandonnés dans les prisons au Togo. Donc, le phénomène se trouve là-bas par la prise de notes de service sans que la personne ne passe devant le procureur. Et pire encore,
quand vous prenez nos milieux, il n'y a pas un seul avocat qui assiste les gens. Et je donne toujours le cas de Bassa, parce que si vous voulez avoir un avocat, c'est de Kara ou de Lomé. Même Kara n'a pas un barreau. Il n'y a pas un barreau auprès du tribunal de grande instance de Kara. Donc, du coup, tout est confiné à Lomé et que quand vous avez quelqu'un qui a des difficultés, vous ne pouvez même pas le faire assister ni par les droits de l'homme, ni par un avocat. Donc c'est comme ça, on jette des gens en prison, des gens qui peuvent rester à la maison et répondre, n'est-ce pas, aux convocations et à la justice, sont ainsi mis en prison, et ce qui alourdit la population carcérale. Donc la CNDH, vraiment, et je félicite, sinon mes admirations au président de la CNDH, qui est un avocat, d'accord, et que oui, bien sûr. Voilà, et que je peux dire, sans vie. Voilà, qui marche effectivement également dans les bottes de ce que avait, et sinon ce que faisait le juge Sronvi, qui était au four et au moulin pour cette histoire de détention provisoire qui devient des détentions définitives. Eric, j'ajoute, vous allez voir, quelqu'un comprend qu'on dépose en prison, puisque nous, on en avait sorti, on a sorti des gens en prison, qui, juste pour simple recel, ça veut dire que la personne, peut-être, c'est 12 mois, tout au plus. Les gens ont fait 2 ans en prison, sans comparaître devant un juge. Non, attendez, c'est-à-dire que pour ce type d'infraction, vous encourez 12 mois, c'est-à-dire 1 an, mais des gens passent 2 ans en prison sans voir le juge. Enfin, le procureur. 2 ans, cher Eric Gator, nous on a sorti. Et même Liberté avait en ce temps publié un article sur le jeune qui ont dit avoir acheté, quelqu'un a volé un panier pour venir lui vendre, il est couturier, il en a acheté pour chose, donc quand on a arrêté les gens, donc il fait partie des receleurs. Ah ouais. Donc, voilà, donc les receleurs, ce n'est pas plus de 1 an. C'est-à-dire que la peine maximale, peut-être c'est 1 an. Mais on l'a pris, on l'a déposé à la prison civile de Lomé. Il était, je crois, sous le 7e substitut. Et on dit que le 7e substitut, ça doit être une dame qui a dû prendre, disons, une mise en disponibilité. Donc, tous les détenus de son ressort sont restés sous le carreau. Donc, le jeune Aziz a fait 2 ans pratiquement à la prison civile de Lomé. Quand il demandait sa mise en liberté provisoire, cher Eric Gator, il a déposé la mise en liberté 2 fois. Ce n'est jamais arrivé à un magistrat. Il a fallu qu'on mette les bouchées doubles. Moi-même, je suis allé en prison. J'ai rencontré le régisseur de la prison civile de Lomé d'alors. Il est allé dans les registres, il a contrôlé. Il est venu dire à M. Napo, effectivement, ce monsieur, ce n'est qu'un simple receleur qui devait être déjà dehors. Vous imaginez? Oui. Voilà la réalité. On comprend. Et donc, clairement, aujourd'hui, le président de la Commission nationale des droits de l'homme, Maître Kwaohini Sanvi, est clair et formel là-dessus. En plus de 50% aujourd'hui des détenus sont en attente de procès. Et cette pratique est qualifiée clairement d'excessif. Avant de donner la parole à Acha Ibrahim, on accueille Isidore Akolor qui nous rejoint à l'instant. Bonjour, cher grand citoyen d'État Isidore. Bonjour, cher Gator, bonjour à tous les auditeurs et auditrices. Je vous suis, je rejoins le débat sous peu. Oui, bien sûr. Bien sûr. Acha Ibrahim, quel commentaire vous faites de cette sortie de la CNDH aujourd'hui, que la détention provisoire ou préventive est une mesure exceptionnelle de privation de liberté? Mais il faut saluer cette sortie parce que c'est d'abord faire preuve de courage et assumer pleinement la mission qui est assignée à cette institution. Vous savez que cette institution a pour mission de promouvoir et de protéger les droits de l'homme au Togo. Et donc, lorsqu'il y a violation des droits de l'homme, lorsqu'il y a des situations qui privent la population de leur liberté ou bien dans la jouissance de leurs droits en tant qu'humains, il va de la responsabilité de cette institution de pouvoir dire un certain nombre de choses ou bien de
sonné l'alerte. Vous savez aussi que l'un des rôles de cette commission aussi, c'est de contrôler le respect par le Togo des engagements internationaux en lien avec les droits de l'homme. Donc, je pense que cette sortie vient rappeler un certain nombre d'éléments aux autorités togolaises en lien avec les détentions. Quand on parle de population carcérale, c'est une réalité. Et entre-temps, même le barreau avait un mécanisme là, de temps en temps, ils organisaient des audiences foraines pour pouvoir évacuer des dossiers qui étaient en instance et qui maintenaient toujours les gens en détention préventive au niveau des prisons et lieux de détention. Et moi, ce qui me plaît dans cette sortie, c'est que, à un moment donné, la remarque que nous faisons au Togo, c'est que quand vous avez un petit problème avec quelqu'un ou bien vous avez des démêlés avec la loi dans notre pays, le réflexe, c'est de vous emprisonner. Bon, on ne voit pas. Oui, si. Voilà, on ne voit pas. Et puis, si on vous convoque à la gendarmerie, Francisco le disait tout à l'heure, et que durant les 3 jours, il n'y a pas eu un accord, eh bien, c'est directement la prison. Oui, mais parfois même, on fait exprès, on vous convoque un vendredi après-midi. Le temps que vous organisez tout ça là, et le lundi, les 48 heures sont déjà passées, on vous expédie directement de l'autre côté. Donc, ce sont des pratiques qui ne sont pas bonnes, ce sont des pratiques qui mettent le pays au banc des accusés en termes de violation des droits humains, des droits de l'homme. Et ça, je pense que quand la CNDH commence par sonner l'alerte et demande à ce qu'on revoie cette façon de faire, je pense que c'est une très bonne chose. Cela ne fait que faire grandir le pays en termes de droits de l'homme. Vous savez, quand les autorités ont pris sur eux l'engagement de se conformer à l'exercice volontaire en termes de UPU à Genève, à la Commission des droits de l'homme des Nations Unies. C'est parce que le gouvernement voulait prouver sa bonne foi en termes de respect des droits de l'homme. Et les recommandations ont été faites dans le sens de ce processus. Les autorités togolaises, selon le ministre Trimon, qui était entre-temps ministre en charge des droits de l'homme, avaient fait savoir que le Togo ferait tout de son possible pour répondre aux exigences ou bien aux recommandations faites par cette institution onusienne. Et depuis lors, nous avons vu un certain nombre quand même d'éléments ou bien d'actions qui ont été posées en ce sens. Mais sauf que il y a une recommandation très capitale, surtout on parle de la prison de Lomé où vraiment actuellement, c'est la surpopulation. Et quand vous voyez les conditions de détention des compatriotes, sincèrement, ça laisse à désirer. Et donc, si la CNDH sort aujourd'hui et sonne l'alerte et dit un certain nombre de choses en lien avec les détentions préventives, je pense qu'au niveau de l'appareil judiciaire, on doit tirer les meilleures conclusions, commencer par faire un travail en ce sens pour améliorer les choses, parce que cela y va aussi de l'image de notre pays. Ah oui, je vois. Oui, si vous allez placer, me rassurez-vous, Isidore, je vous donnerai la parole tout à l'heure, parce que là, on est en train de parler de la détention provisoire, qui est une mesure exceptionnelle, finalement devenue érigée en un système qui avale les populations. Isidore. Oui, ça ne date pas d'aujourd'hui. Le tendance d'Achille de la justice togolaise, c'est la détention préventive. C'est faire grossir la population carcérale. Ça fait plus de 10 ans que moi j'ai fait un sujet là-dessus. Je me suis promené de centres de détention en détention, la prison. Les prisons sont surpeuplées parce que les détenus préventifs sont plus nombreux que ceux qu'on a jugés. Et on traîne dans les dossiers pour pouvoir évacuer ou juger. Papa, un larcin. Bon, oui, je vous donne cette déclaration le vendredi dernier, puisque la rencontre a eu lieu vendredi dernier, en présence des avocats, des magistrats, de la société civile, avec justement le maître Sanvi, qui dit, dans certains cas, des prévenus restent en détention 2 ans pour des délits punis de 3 ans au maximum. D'autres poursuivis pour des crimes passibles de 5 ans purgent l'équivalent d'une peine sans même avoir été jugé. C'est quand même grave. Évidemment, c'est ça le drame.
il y a des gens, pour avoir volé un poulet ou un coq, un coq ou un portable, mais croupissent là-bas 3 ans. Alors que la peine à encourir, c'est 1 an ou 1 an et demi. C'est ça le problème. On nous dira qu'il n'y a pas d'effectifs pour pouvoir vite juger les affaires. Mais je me dis, mais on a recruté des magistrats pour vite évacuer ces affaires-là. C'est ça le problème de la population, la surpopulation carcérale au Togo. C'est l'une des causes. Hein. C'est l'une des causes. C'est l'une des causes. La détention préventive, c'est vrai, mais pourquoi ne pas essayer ce que la solution de la CNDH? Mais vous mettez les gens sous contrôle judiciaire, quitte à même leur donner des bracelets. Ça se fait partout ailleurs. Les bracelets pour qu'ils ne sortent pas de la zone de sécurité. Oui. Ce n'est pas le fait de créer. C'est des propositions de la CNDH aujourd'hui, contrôle judiciaire, liberté sous caution, assignation à résidence, notamment délits mineurs ou non violents. Ensuite, la limitation stricte de la durée de détention provisoire, en fixant des délais légaux contraignants, comme dans d'autres systèmes judiciaires en France, par exemple. Et au-delà de ça, la procédure judiciaire même, de report en report, les affaires restent traînées 3 ans, alors qu'on peut les évacuer en 3 mois. Vous y allez, on a reporté. Bon, il faut limiter les reports pour certaines affaires. Au maximum 2 ou 3 reports. C'est aussi un autre problème. Hein? Oui, mais c'est ça qui fait traîner les gens. C'est ça qui fait traîner les gens. Même s'ils ne sont pas à la prison ou en détention préventive, mais il faut vite évacuer les choses, limiter les reports. Voilà ce que je vais apporter dans le dossier. Très bien. Oui, Francisco, est-ce que franchement, est-ce que objectivement, oui, Acha? Oui, j'ai dit, il y a un élément fondamental aussi que je voulais souligner. Il y a aussi le contexte, disons, l'environnement précaire aussi, dans lequel nous évoluons. Vous savez, quand on dit quelqu'un a embêté une autorité ou bien quelqu'un est allé frapper qui que ce soit, bon, et avec les jeux de trafic d'influence, on dit enfermez-le en attendant. Bon, on sent véritablement chercher à voir ce qu'il y a comme problème, c'est parce que voilà, une autorité a dit enfermer la personne, c'est fini, et bon, tout le monde court, on s'exécute, les officiers de police judiciaire, au lieu de faire leur travail selon leur orthodoxie, commencent par respecter des ordres. Je pense que ça aussi, c'est des mécanismes, et c'est des plaies hein, pour notre justice, ce sont aussi des gangrènes en termes de respect des droits de l'homme dans notre pays. Je pense que les autorités... C'est-à-dire qu'un officier de l'armée, par exemple, en pleine circulation, il trouve une situation où quelqu'un le touche un peu, le heurte, ou heurte sa voiture, il appelle ces éléments, on vient, on arrête la personne, et puis on l'envoie directement. Vous entendez, enfermer le tour est joué. Ça, c'est pas du tout bon. Dans une république qui se respecte et qui a des institutions judiciaires qui fonctionnent normalement. Donc, il faut voir aussi cet aspect. Et je voulais aussi souligner l'autre aspect aussi. Et quand je parlais de l'environnement précaire dans lequel nous évoluons, il y a un petit bobo, on en prend la personne et on l'incarcère. Quelqu'un qui a commis une faute, je donnais un exemple banal, à Kambwali, et on veut l'enfermer, on l'envoie à Sokodé. Bon, entre-temps, s'il n'a pas de parents pour faire le suivi, c'est fini. La personne est oubliée à la civile de Sokodé comme ça, et c'est parti pour des éternités jusqu'au jour où, par un miracle, un avocat passe par là, ou bien il y a une autorité judiciaire qui passe par là et qui constate que vraiment dans les registres, il y a des gens qui ont été gardés ici depuis longtemps sans procès, tout ça, on les libère. Quand ils arrivent à la maison, c'est comme c'est des gens qui sont ressuscités. Donc, je pense qu'il faut vraiment revoir l'appareil judiciaire, le fonctionnement, et mettre les choses de manière à ce que les citoyens ne puissent pas se trouver à un moment donné, ou bien avoir le sentiment d'une justice non juste dans notre pays. Est-ce que c'est les juges qui sont dans l'abus clairement aujourd'hui? Allô? Oui. Est-ce que c'est les juges qui sont dans l'abus? Vous permettez? Oui. Quand on parle d'une affaire judiciaire,
C'est toute une procédure et ça commence depuis l'instruction, depuis l'interpellation et tout ça là. Donc il y a tout ce processus-là qu'on doit revoir et qu'on doit faire en sorte que cela se passe normalement en tenant compte des droits de l'homme. Une interpellation, comment les interpellations se font? Aujourd'hui, quand vous avez affaire avec une personnalité bien placée, vous voyez comment ça se fait. On débarque, on violente la victime ou bien on violente celui qu'on voudrait amener devant les tribunaux. Et voilà, quand on prend la personne comme ça devant les villageois ou bien devant les populations, tout ça là, chacun se terre dans sa maison, personne ne veut s'approcher encore de ce dossier, du peur d'être un bouc émissaire, parce que généralement, quand c'est comme ça, bon, vous qui osez voir clair dans cette affaire ou bien vous voulez apporter un soutien à cette personne, vous êtes parfois aussi embarqué ou bien intimidé. Voilà, donc ça fait que quand la personne est embarquée, personne ne veut s'approcher, personne ne veut faire le suivi, personne ne veut aller voir comment ça se passe là-bas ou bien faire en sorte que les droits de celui qui a été arrêté soient rétablis. On a peur parce que voilà, telle personne qui a dit ceci, c'est telle personne qui l'a interpellé et tout le monde terminer d'abord, s'il vous plaît. On doit éviter ce climat de terreur. Oui, c'est important, c'est important. Avant de vous donner la parole, Francisco, oui, il y a Isidore qui veut placer un mot rapide là. Oui, le mot que je voulais placer, c'est des dispersions qui nous parvenaient il y a plus de 10 ans. Et selon les associations de la société civile qui font le monitoring des prisonniers ou de la population carcérale, ben, parfois ils découvrent des gens qui sont faibles, on les a oubliés, le dossier est oublié. Est-ce que c'est vrai cette histoire qu'on oublie des gens en prison? Ok. Oui, Francisco, allez-y. Oui, allez-y. Je viens de vous donner un exemple que moi-même j'ai vécu, auquel j'ai participé à la libération de la personne. Je suis allé à la prison civile. J'ai demandé au régisseur. Le régisseur est allé voir dans le registre. Il est revenu me dire, parce qu'à un moment donné, j'étais inquiet, je dis, mais ou bien cette famille m'a emballé dans des problèmes pour me dire que la personne, c'est un receleur qui fait plus d'1 an en prison, alors que mais quand il est ressorti me dire que oui, M. Napokura, que ce n'est qu'un simple receleur qui devait être déjà en liberté. Mais là, j'étais révolté. J'étais révolté. Et cela nous a donné encore le courage d'aller plus loin jusqu'à obtenir sa libération. Vous dites, est-ce que c'est la volonté ou bien c'est l'abus des juges? Je viens de vous dire quelque chose en filigrane. Quand vous allez dans nos prisons, vous ne trouvez pas les peuls en prison nomades. Les gens qui amènent des bœufs pour dévaster nos champs, pour dévaster les champs de nos parents, ils ne sont pas en prison. Parce qu'il suffit qu'ils donnent une tête de bœuf ou qu'ils donnent l'argent, que ce soit depuis le commissariat ou la gendarmerie jusqu'à la justice, ils ne vont pas en prison. Vous voyez, donc les gens préfèrent plutôt les criminels dehors que d'avoir et avoir plutôt leur propre frère en prison parce qu'ils n'ont rien à donner. Ils n'ont pas d'assistance juridique. Je viens de vous dire que dans tout le Nord, peut-être si vous allez trouver un avocat, c'est à Kara. Dans tout le Nord, il n'y a pas d'avocat. Alors que normalement, avant que le juge ne dépose quelqu'un, ne dessert le mandat de dépôt, la personne doit être au minimum assistée d'un conseil. Oui, bien sûr, c'est ce que la loi dit. S'il y avait déjà un conseil qui assiste les gens, cela veut dire que peut-être qu'il y a la moitié des gens qui ne seront pas en prison. Je ne sais pas si vous me comprenez. C'est parce que la procédure, alors que le code de procédure pénale, moi je continue et je dis qu'aujourd'hui on ne peut pas voir, bien sûr que à Lomé, on est à Balimé, on a les mêmes abus. Mais on ne peut pas avoir un territoire où les fonctionnaires, c'est-à-dire les auxiliaires, les officiers de justice, soient concentrés seulement à Lomé. Kara est un grand tribunal qui doit avoir un barreau. Le barreau de Kara, au moins ça rapproche au moins des gens du Nord. Je vais vous dire, quand Isidore disait tout à l'heure,
qu'on déplace des prisonniers, on les éloigne. Et Acha Ibrahim l'a dit tout à l'heure. Mais nous, on a suivi des mouvements à la veille du 27 avril. Il y a des prisonniers qu'on a soupçonnés qui vont faire des soulèvements dans les prisons parce qu'ils étaient révoltés contre les traitements qu'on leur fait actuellement dans les prisons. Mais on a déplacé certains vers Vaughan, certains vers Palimé. On les a éloignés de leur famille. Cette année-là? Cette année, c'est le 27 avril passé. C'est un dossier sur lequel nous sommes en train de travailler. Donc, quand vous voyez comment ça se passe, la prison, c'est pour tout le monde. Là où nous sommes au Togo, quand Acha Ibrahim l'a dit, il suffit que quelqu'un dise « Epayetoy », on te prend tes mains dedans. Donc, la prison, oui, c'est ça, c'était un slogan en temps qu'on répétait comme ça, Epayetoy, oui, prenez-le et mettez-le dedans. Et là, vous êtes, qui va aller demander pardon? Qui va aller dire, même le juge même a peur, de prendre certains dossiers. Quand les détenus vont devant eux, eux-mêmes ils disent que le dossier est vide. Il y en a qui sont en prison. Il y a une vieille de 70 ans qu'on a pris par exemple avec M. Charles Azumaro, qui est en prison. La dame là, elle est toujours en prison? Mais elle est là. Est-ce que vous l'avez relâchée? Elle n'a pas relâché une dame de plus de 70 ans qui vient en aide à une famille. On dit que non-assistance ou bien complicité de non-assistance en personne en danger. Et on la prend, on la met en prison et Azumaro même est là-bas. Pour quel dossier? Ils sont pas jugés jusqu'alors, ces deux-là. Attends, est-ce que le juge même peut avoir le courage d'ouvrir un procès? Comment ça? Bon, attends, suivez mon regard. Bon. Ben, écoutez, merci beaucoup sur ce sujet, parce que là, pour finir et clôturer ce dossier, il semble qu'au Togo, finalement, nous ne sommes que dans les dénonciations. Là, on vient d'écouter la CNDH parler. Avant la CNDH, vous vous rappelez qu'on a écouté le président de la Cour suprême dénoncer les juges, les avocats, et dans plusieurs dossiers, surtout les affaires foncières. Avant lui, nous avons écouté la Cour des comptes qui s'est insurgée contre certaines gestions. Vous vous rappelez du dossier Covid? Il y a eu beaucoup de dossiers comme ça. Mais la suite, c'est quoi? Je vais donner la parole à Isidore. En attendant que je continue, je peux ne pas revenir dessus. Oui, vous voyez, Eric, Isidore vient de parler de quelque chose. Les reports de procès. Oui, on a suivi des dossiers. On a suivi des dossiers. Nous étions en train de poursuivre quelqu'un qui a volé. C'est un groupe de marchés qui ont volé les paysans de Hézoudé qui ont cultivé le soja. C'est eux-mêmes qui viennent à Lomé, qui font les enquêtes, ils attrapent les indélicats pour remettre à la gendarmerie et à la justice. Mais la justice togolaise les libère. On reporte les procès jusqu'à ce jour. Les paysans sont fatigués, ils sont restés à Hézoudé, ils n'auront jamais chose. Mais les gens qui ont pollué leur argent, même que la HAC, même je peux dire à un moment donné à protéger, ils sont là-bas, ils sont à l'Assemblée nationale. Je ne sais pas si vous me comprenez. Maintenant, oui, bien sûr, je vais rappeler ce dossier-là. Prenez le procès et GAFA Tampa Express. Aujourd'hui même, je crois que même personne ne sait si ce procès-là aura lieu un jour. Comment ça? Je ne sais pas si vous comprenez. Non, mais c'était du dilatoire. On vient aujourd'hui, on dit que oui, l'avocat ne venait pas venir. Attention, Francisco. Oui. On m'a fait comprendre que le dilatoire fait partie des procédures. Oui, mais quand ça devient trop du dilatoire, je viens de donner le cas de président. Non, mais c'est comment le dilatoire? Imaginez, je termine par cette courte phrase. Dans le même dossier, il vous souvient que M. Charles Gaffan a licencié abusivement des Togolais. On a fait les jugements. La dernière fois, vous imaginez, on fait un jugement, je crois, en février, on dit le verdict est entendu en septembre 2025. On fait un jugement en janvier en février 2025, on renvoie le verdict du dossier
en septembre 2025. Alors que c'est des gens qui étaient abusivement, qui travaillaient, qui étaient en fonction. D'autres étaient à 2 ans de la retraite. Et un homme décide un jour, parce qu'il a le pouvoir, il renvoie les gens de façon abusive. Les gens prennent les avocats. Les avocats ont travaillé. La justice condamne. On décondamne. Et après, on dit verdict pour un procès qui a eu lieu en février 2025. Le verdict est renvoyé en septembre 2025. Si ce n'est pas pour attendre que les gens meurent d'abord, avant que... Francisco. Oui. Francisco, prends ton mal en patience. Dilatoire. Moi, je n'ai pas mal. Non. Je n'ai pas mal. Non. Mais c'est juste pour... J'ai dit dilatoire, on m'a assigné en justice. Ah, parce que vous avez dit dilatoire. Dilatoire. Que ça fait partie de la procédure. Dans une affaire dont je tais le nom de celui dans laquelle je suis avec Jérôme Soussou. Vous connaissez bien cette affaire? Ah oui, un peu Bibi, là, je crois. Oui. Bon, c'est toi qui le dis. Bon, oui, si, je me rappelle. Avec la 5e République maintenant, là, il faut faire très attention. Donc, d'accord, très bien. Je vous interrogerai sur la 5e République aussi. On y était le lundi, on a renvoyé encore l'affaire en septembre. Voyez-vous? Alors, monsieur, je posais une question. Permettez une seconde. Pardonnez-moi. Au niveau de la population carcérale, je nous invite à voir les rapports des organisations telles que ACAT, telles que CACIT, Novation Internationale, qui ont quitus à visiter la population carcérale. D'accord, très bien. Je voulais qu'on avance à peu près, messieurs, si vous permettez. Alors, il y a eu beaucoup de dénonciations, mais dans les faits, on a le sentiment que pas grand-chose n'évolue. Je ne sais pas si Acha a fait le même constat. Non, mais il faut dire que pour certains cas, il y a eu une évolution dans les dossiers, parce que vous vous rappelez avec le phénomène des élèves qui avaient fait des vidéos, entre-temps, voilà, la CNDH est rentrée en jeu. Donc, il y a eu évolution dans le dossier. Ces élèves n'ont pas pu être, n'ont pas été gardés en prison. Il y a eu juste une détention après. Voilà, les enfants là sont rentrés à la maison parce que... Non, mais non, attendez, je ne parle pas de ça. C'est-à-dire que les institutions de la République font dans la dénonciation, à chaque fois. Oui, j'ai dit, par rapport à cette dénonciation, il y a parfois des dénouements heureux dans certains dossiers. D'accord. Bon, maintenant, quand nous revenons un peu à tout ce qui se fait au niveau de la justice avec la sortie du juge Yaya, le président de la Abdoulaye Yaya, c'est vrai qu'il y a quand même une prise de conscience. Parce que quand vous voyez un peu la façon dont certains, ça il faut rendre hommage à ces chefs de brigade au niveau des gendarmeries, des postes de gendarmerie à l'intérieur et même à ces commandants de police au niveau des commissariats un peu partout à l'intérieur. Il y a certains quand même qui travaillent avec honnêteté et professionnalisme. Lorsqu'il y a une affaire, ces officiers de police judiciaire tranchent sans pouvoir subir des interférences, sans pouvoir s'accrocher à un intérêt personnel au niveau de ce dossier. Ils le font avec une certaine orthodoxie et là vraiment nous encourageons ces chefs de brigade et ces commandants de police là à continuer toujours parce que la justice qu'ils rendent c'est au nom du peuple et le travail qu'ils sont en train de faire c'est pour rendre notre société plus juste. Maintenant, au plan national, il va falloir que l'exécutif voit ou bien fasse ce que nous appelons un audit par rapport à toutes les récriminations en matière de justice et tire les conclusions. Je me rappelle que lors de la venue de M. Faure Gnassingbé au pouvoir en 2005, il y avait ce problème de droit de l'homme, ce problème de justice non juste qui était sur le tapis et ça a amené les nouvelles autorités à engager le mécanisme, bien disons, le programme que nous avons dénommé entre-temps modernisation de la justice. Bon, au fil du temps, il y a beaucoup de choses qui ont été faites. Je ne vais pas revenir sur un certain nombre d'éléments, mais il y a quand même des zones où vraiment on ne peut pas bouger. Donc, il va falloir que l'exécutif revoie ces zones-là et voit éventuellement ce qu'il y a lieu de faire. S'il faut
je ne sais pas s'il faut trouver d'autres mécanismes pour débloquer certaines situations. Je pense que ça serait très bien. Parce que nous parlions de la détention préventive qui est devenue comme une règle, alors qu'en réalité, en matière de justice, ce n'est pas forcément détenir des gens, amener les gens, enfermer les gens, qui est le problème, mais c'est aller vers un procès équitable, un procès juste. Si la personne présente des garanties, qu'elle ne peut pas fuir le territoire, qu'elle ne peut pas quitter, moi je pense qu'il ne sert à rien d'aller l'engouffrer à quelque part, d'aller l'enfermer. D'accord. Ibrahim. Attendez. Ce qu'il oublie, non, juste une seconde. Ce qu'il oublie, il y a derrière ça l'intention de nuire à autrui, ou d'humilier la personne. Ouais, je suis d'avis avec toi. C'est pourquoi je parlais des interférences. Alors, c'est-à-dire, la question que je voulais poser à Isidore, pour aller vite, oui, pour aller vite, c'est-à-dire que aujourd'hui c'est la CNDH, hein. Hier c'était la Cour suprême, avant-hier c'était la Cour des comptes. Finalement, est-ce que quelqu'un écoute cette institution parler? Non, moi je les appelle des institutions pour galvaniser la démocrature. Nous ne sommes pas dans la démocratie au Togo. Nous sommes dans une démocrature. Démocratie, ça veut dire que on a les attributs, on met toutes les institutions pour donner l'impression que nous sommes dans une démocratie. Or, nous sommes dans une dictature de fer. Ce qui fait qu'on n'a pas des institutions fortes pour influer sur la décision des gouvernants. C'est le problème auquel nous sommes confrontés. Si la 5e République puisse nous permettre d'influer sur la décision de nos gouvernants, qui puissent protéger nos intérêts, alors là, je dis bravo à la 5e République. Mais je reste dubitatif. Oui, vous avez toujours été dubitatif sur presque tous les sujets, hein, Isidore. Et ça, bon, Acha Ibrahim, je dis Acha, excusez-moi, Francisco Napokura, sur ce sujet, est-ce que quelqu'un écoute cette institution parler quand même? Voilà, le premier patron de la justice togolaise, le premier magistrat, comme on le dit, lui-même il avait dit qu'il y a une minorité qui accapare les biens du pays. Il a fait le même constat que, visiblement, ce que les autres nous, les journalistes, nous faisons. Et ce que la presse fait tous les jours. Et vous savez, aujourd'hui, il y a quelque chose de pratique à faire. On a encore la chance que le code de procédure pénale n'est pas encore adopté. Nous avons le code pénal, mais le code de procédure pénale est toujours en étude. Mais il faut reprendre ce code de procédure pénale. C'est là-bas qu'il faut instaurer tous ces mécanismes. Mais il y a beaucoup de choses à faire. Qu'on peut même faire jusqu'à même, au lieu que les gens restent en prison et ils sortent, ils ne savent pas quoi faire. Et ils rentrent dans la rue le lendemain, ils retournent. On peut voir, il y a plusieurs années, quand nous on était encore jeunes, il y avait sur les habits qu'on écrivait des prisonniers quoi, de Lomé ou bien quoi là. Je me rappelle. PL, qui construisait des écoles. Il y a les champs pénitentiaires, il y a les jardins. À un moment donné, j'ai vu au niveau de Anero. Anero, il y a 10 ans, il y avait des jardins. Voilà, à Zébé, il y avait des champs qui faisaient l'autonomie des prisons. Mais les gens ont refusé. Pourquoi? Parce que quand on va acheter quand les prisonniers eux-mêmes vont produire ce qu'ils vont consommer, ils ne vont plus avoir l'argent pour aller acheter, détourner. Donc, c'est le code de procédure pénale que nous avons aujourd'hui, qui est en étude, qu'il faut saisir. Comme je l'ai dit, il faut le saisir par rapport à cette détention préventive. Il faut le voir par rapport comment traiter les prisonniers en fin de cycle. Il faut également instaurer, et je le dis et j'insiste, un barreau au nord du pays qui va permettre à ce que les avocats aussi s'installent. Bien sûr, ils vont nous dire que ce n'est pas rentable, mais l'État peut soutenir aussi. C'est ça même qu'on appelle État de droit. Donc, toutes ces déclarations... Non. Francisco, à ce niveau, vous pouvez être
barreau là-bas et résider à Lomé. Quand il y a une affaire, vous vous déplacez pour y aller. Oui, il faut ouvrir aussi son cabinet. Attends, le temps, on dit d'assister la personne avant que la personne ne comparaisse même devant le CB. Oui. Mais le temps que l'avocat quitte Lomé pour mettre son carburant et arriver là-bas, vous savez, le gars a déjà mis. Le gars a déjà mis derrière les groupes. Francisco, vous avez vos clercs. Les clercs vont les assister. Je dis, on ébauche des idées que moi je trouve pertinentes et qu'on s'organise de sorte que l'intérieur ne soit pas vide. Je partage ton opinion et dire que on peut être barreau de Cara, mais et avoir des clercs là-bas. Justement. Pour assister. Oui, avoir des clercs. Pourquoi pas? Sur lesquels il faut avoir vraiment une surveillance. Parce que c'est un autre phénomène. C'est un autre phénomène aussi. Les clercs, c'est des gens qui vous accompagnent. Et vous avez le dossier, ils vont assister les mises en cause là-bas et devenir leur conseil. Ouais. On peut le faire. Monsieur, merci beaucoup. Je pense que ce sujet, bon, voilà, on n'a pas totalement fini, mais on pourra revenir là-dessus un peu plus tard pour nous permettre d'avancer à peu près. Je voulais vous interroger sur la 5e République. Juste un mot là-dessus, hein, le temps d'attendre 12 heures en temps universel. La 5e République est en marche. Déjà, la question, la crainte que beaucoup se posent, c'est quoi la suite désormais? Acha Ibrahim. Ah oui, non, la 5e République, nous sommes de plein pied dans la 5e République, comme vous l'avez constaté. Et les institutions sont, surtout les principales, les institutions sont mises en place et je pense que c'est déjà en train d'aller. Mais ce que les Togolais attendent de vive voix, c'est qu'on sente vraiment un changement dans ce changement de République. Et en ce sens, vous savez, on attend depuis le gouvernement, bon, rien n'est fait en ce sens. Je pense qu'il doit y avoir diligence. Les autorités, en tout cas, qui sont concernées par la formation de ce gouvernement doivent faire diligence. Et parce qu'il y a beaucoup de dossiers, vous savez, moi, je plaide beaucoup pour tout ce qui concerne le développement, l'amélioration des conditions de vie des populations et tout ça, là, voilà, c'est ce qui nous préoccupe. La lutte contre la corruption aussi. La lutte contre la corruption, bien évidemment. Donc, il y a une institution prévue dans le cadre de la nouvelle constitution. Donc, il faut vite aller vers la mise en place de cette institution. Au niveau de nous, les médias, notre autorité de régulation, donc il y a une nouvelle version, Isidore en sait beaucoup de choses. Je pense qu'on doit aller en même temps aussi à la mise en place de cette institution, parce que quand on parle de nouvelle république, c'est qu'il doit y avoir forcément changement de paradigme. On ne doit plus être dans les hésitations, dans les atermoiements. Je pense que ce n'est pas du tout bon en termes d'efficacité, en termes de gouvernance, bien évidemment. Oui, le confrère, je crois, Focus Info ce matin revient également sur les institutions de la 5e République non encore mises en place. Le cas, par exemple, de celle-là qui doit lutter véritablement contre la corruption, aussi de notre institution, la HAC, enfin, qui va changer de nom. On n'y est pas encore là aujourd'hui, Isidore. Évidemment. Et il y a plein d'institutions qui sont mises au rebut. Je ne sais pas si un jour viendra où on va les mettre en exergue, commençant par la HAC et la Cour des comptes. Il y a plein d'institutions. La CNDH, je crois que aujourd'hui, bon, ils se sont conformés, à moins que je ne me trompe, mais il y a plein d'institutions qui ne sont pas encore mises en place. On a seulement visé l'exécutif et le législatif, c'est-à-dire l'Assemblée nationale, le Sénat et la présidence de la République et la présidence et pratiquement du Conseil. Voilà. Je ne me retrouve pas certainement. Hein. Donc, bref. Maintenant,
au-delà, ça fait combien de jours où le président du conseil a eu ses attributions? Ça fait 11 jours. Parce que c'était le 3, on est au 14 aujourd'hui. Mais imaginez, c'est comme si il n'était pas aux affaires. Je suis désolé. En principe, il était déjà informé de sa mission. Il devait avoir des gens. Moi, je pensais qu'au lendemain, on devait avoir notre gouvernement. Mais qu'est-ce qui coince? Qu'est-ce qui cloche? Vous vous impatientez là pour le gouvernement, c'est bien ça? Évidemment. Mais un président de la République qui avait gouverné pratiquement 20 ans, qui devient Premier ministre, n'arrive pas à former son gouvernement, alors que dans la nouvelle constitution, il ne propose pas. C'est lui qui forme son gouvernement. Il ne soumet pas ça à l'appréciation de quiconque. Mais pourquoi Faure Gnassingbé ne nous a pas encore jusqu'à présent présenté un gouvernement? Mais c'est la grande question. Donc, nous sommes dans, comment dirais-je, de l'amateurisme. On n'a pas de vision. S'il avait de vision, moi je pensais que 2 ou 3 jours... Pourquoi vous dites qu'il n'a pas de vision en réalité? Excusez-moi, parce que c'est un mot assez fort quand même. Hein. Oui, je sais de quoi je parle, je l'assume. Oui, bien sûr, vous l'assumez, mais moi j'ai envie de comprendre. Pourquoi est-ce que vous dites ça? Oui, quand je quitte le poste du président de la République pour devenir Premier ministre, c'est que j'ai déjà une équipe qui va travailler avec moi. Ça fait combien de jours? Ben, les Togolais sont habitués à ça quand même. Hein? Les Togolais sont habitués quand il y a un Premier ministre nouveau, on met un peu de temps pour avoir un gouvernement. Non. Avant, ça peut se comprendre parce que tu soumets ton équipe à l'appréciation du président de la République. Aujourd'hui, tel n'est plus le cas. D'accord. Qu'est-ce qui empêche Faure Gnassingbé de nous présenter son équipe pour que le lait puisse couler dans nos robinets? Ouais, ils ont parlé de ça aussi, que vous aurez du lait et du miel. Du miel et la manne qui va tomber du ciel avec la 5e République. Bon, j'imagine que c'est de l'ironie. Hein. Je vais donner la parole à Francisco sur ce sujet. Ce gouvernement de Faure Gnassingbé, vous aussi, vous l'attendez de pied ferme, c'est bien ça? Vous savez, je me dis à Isidore, il y avait un vieux de notre quartier qui disait Go Coco, vous criez seulement, vous allez crier pour rien. Donc, pour ça, bon, en fait, tout le monde attend le gouvernement, qu'on ne veuille pas, parce que c'est la République qui nous concerne tous. Mais je vais retourner sur le cas spécifique de la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication. Nous avons effleuré ça dans un de nos articles qui nous a valu 3 mois de suspension. Vous savez, la RAC actuelle, je prends le cas du président actuel de la RAC. Il a remplacé qui? Il a remplacé Pitan Tchala, paix à son nom. S'il a remplacé Pitan Tchala, c'est dans quelles conditions? Pitan Tchala est décédé. La loi dit qu'il faut pourvoir à ce poste au plus 3 mois après la démission ou la vacance. Oui. Zeus Adjavon a quitté la RAC, ça fait combien d'années? Non, Zeus Adjavon, pas Adjavon. Adjavon. Ça fait combien? Oui, bien sûr. Ça fait combien d'années? Ça dépasse 3 mois. Le doyen, voilà, le doyen, à son âme également, Agbeka. Agbeka, c'est vraiment un ami, c'est un gars très très fair play, très cool. Lui aussi, il est malheureusement parti. Ça fait combien? Ça fait déjà 1 an. Mais ces postes ne sont pas pourvus. Ça veut dire que notre RAC est illégal. Et même lorsqu'il faut prendre des décisions, attendez, lorsqu'il faut prendre même des décisions et qu'il y a des absences, on met les absents comme des présents pour atteindre le compte. C'est une escroquerie. Écoutez-moi bien. C'est une escroquerie. Nous avons tellement... C'est l'institution qui nous parraine.
s'il faut parler du gouvernement, parlons d'abord du nôtre. Qu'est-ce qui coûte? Et pire encore, ça fait depuis combien de temps les autres membres de la HAC ont été élus? Bien sûr, on me dira qu'il y a une nouvelle réforme, mais c'est des gens qui travaillaient. C'est des gens qui étaient à leur poste de travail. Aujourd'hui, ils n'ont plus de travail. Même si des gens, quelque part, peuvent me dire qu'il y a des enseignants, il y a des retraités dedans, mais écoutez, nous avons des confrères qui étaient des animateurs radio, mais qui ne peuvent plus faire leur travail, qui sont à la maison sans rémunération. Et je le dis à haute voix. Et ça ne dit rien à personne. Même la presse, on a l'impression que ce n'est pas nous. Donc, moi, vivement, que le chef de l'État fasse vite pour mettre les institutions de la République en marche, dans la HAC, parce qu'on a envie de voir du nouveau. On a envie d'une société dynamique. On voit les autres. On a envie aussi. On a les valeurs, on a la matière. Donc, que le chef de l'État vraiment mette rapidement en place. Aujourd'hui, il n'y a plus d'excuses. Avant, peut-être, on peut porter le chapeau à un Premier ministre. Mais aujourd'hui, non. Aujourd'hui, il n'y a plus d'excuses. Daoukou Péré a dit, en matière de gouvernance, en matière de présidence, la responsabilité ne se partage pas. Et il est responsable même de la dette que nous allons aborder peut-être si le temps nous le permet. Si on va l'aborder tout à l'heure, puisqu'il est 12 heures sur la radio. Non, je vais rebondir quelques secondes seulement sur la HAC. Sur la HAC. Aujourd'hui, mais je fus candidat à la HAC, ça tout le monde le sait, au nom du PPT. Bien sûr. Et on a changé les tests. Mais je suis pas convaincu par le fait que nos confrères ont été élus par l'Assemblée nationale. Qui a élu la CNDH? Et c'est l'Assemblée nationale. Pourquoi pas la HAC? Et aujourd'hui, certains de nos confrères ont délaissé leur job. Oui. Parce qu'ils doivent se mettre au-dessus de la mêlée, et c'est ce qui était normal. Jusqu'à présent, mais on ne le considère plus. Pourquoi? Pourquoi ce méli-mélo? Je peux comprendre parce que la dénomination a changé. Je peux comprendre parce que le nombre des personnalités qui vont incarner cette institution sont passés de 9 à 13. Dans ce cas, informer les gens, ouvrez encore une autre candidature, mais vous avez le droit de le faire, mais ne laissez pas les gens dans l'impasse. C'est ce qui n'est pas normal pour un État. Très bien. Il faut compléter la liste. Il faut compléter la liste. Simplement, il faut... Non, on ne peut pas compléter. On ne peut pas compléter. En tout cas, je ne sais pas. L'Assemblée, ça va valider. Isidore, je souhaite également que vous soyez là-bas, mais vous allez vous allez me manquer dans les débats. Non, ne dites pas non officiellement. Non, moi. Monsieur, merci beaucoup. Il est 12 heures de minutes sur la radio. Je suis obligé de marquer une pause, s'il vous plaît. On va marquer une pause. Lorsqu'on sera de retour, on pourra continuer le débat. Hier, j'ai animé un débat avec les confrères où on parlait de l'électricité et une probable augmentation du prix de l'électricité au Togo. Visiblement, c'est en train d'être confirmé. Bon, on pourra revenir là-dessus après la pause publicitaire. Taxi FM, la seule radio d'information continue. Tout de suite, la pub. Bonjour Tata, comment allez-vous? Bonjour Irène. Chez moi ça ne va pas, Mon argent du marché se mélange avec mon propre argent là. Du coup, je finis souvent par tout dépenser dans les fonds de la maison. Là où je suis assise comme ça là, là. Mais Tata, pourquoi ne déposes-tu pas les recettes de ton activité sur un compte EcoBank? Il te suffirait juste de télécharger l'application EcoBank mobile
ou même de faire étoile 326 dièse. Tu es la troisième personne à me le dire. Mais tu sais, vos histoires de compte là, je ne maîtrise pas, hein. Mais Tata, avec EcoBank, tu peux te créer un compte sans te rendre en agence et même sans aucune formalité. Ça peut se faire juste avec un téléphone qu'on appelle 1+1 là. Ah bon, Irène? Mais oui, Tata. En plus, ce compte te permettra d'envoyer de l'argent à tes fournisseurs et d'en recevoir de manière instantanée sans avoir à te déplacer. Je dis, tu dis que c'est un compte que j'ouvre comment même hier? C'est très simple, Tata. Je t'explique. Grâce à EcoBank, ouvrez un compte bancaire avec votre téléphone en faisant étoile 326 dièse ou téléchargez l'application EcoBank mobile sur Play Store ou App Store. Activez le compte en y faisant un versement et profitez des fonctionnalités d'un compte ordinaire. Offre soumise à condition. Pour toute information, contactez le +228 22 53 76 50 ou écrivez à l'adresse assist@ecobank.com. Retour des tubes dans un instant sur Taxi FM. Taxi FM, car de tout cœur, nous tenons à vous informer. Taxi FM. Merci pour votre fidélité à la radio Taxi FM Lomé. Nous sommes dans l'émission La Gare routière de l'information avec mes confrères Isidore Sassou Akolor, Adja Ibrahim et Francisco Napo Koura. Oui, l'information qui vient de tomber, c'est l'augmentation des prix de l'électricité au Togo qui va être effective dans les prochaines heures. Une augmentation de environ 12%. Une réaction d'abord, Isidore. Non, je vous laisse terminer. Augmentation de combien de pourcentage? 12%, je crois. 12%. 12,5% encore. Sur quelle tranche? Sur la tranche sociale sur toutes les tranches. Ah bon? Sur toutes les tranches. Si vous voulez, je vais donner quand même quelques éléments. Par exemple, sur la tranche sociale, de 0 à 30 kWh, désormais, c'est 60 francs par le kilowattheure. De la première tranche, 31 à 120 kWh, c'est 93 francs CFA le kilowattheure. Deuxième tranche, plus de 120 kWh, c'est 130 francs le kilowattheure. Maintenant, pour la redevance puissance, c'est 250 francs le kVA par mois. Entretien, branchement, c'est 500 francs par mois. La location compteur, c'est 500 francs par mois. Au niveau de, voilà, ainsi de suite, hein, le document est là. Vous l'avez parce que je vous l'ai envoyé. Maintenant, votre réaction, Isidore. Non, je suis désolé. J'ai encore devant moi ma dernière facture du mois de février au mars 2025. La tranche sociale, c'est 0 francs. Première tranche, c'est 36 francs le kilowattheure. Deuxième tranche, c'est 114 francs. Troisième tranche, c'est 120 francs le kilowattheure. La tranche sociale n'a jamais été facturée. Bon. C'est ce que je remarque. Je l'ai devant moi. Alors, le document dont il s'agit, pour que des gens ne nous taxent pas de diffuser de fake news, c'est dans le journal officiel. Hein. Oui, je vous parle de ma facture février 2025. Et la redevance... dans le journal officiel, c'est fait donc à Lomé le 24 mars 2025. C'est bien ça. Oui, et la redevance
EP, c'est ce qu'ils ont écrit, c'est 225 francs. Non, mais ce que dit Eric, c'est un document officiel. Donc, il nous prépare des décisions contenues dans un document officiel. Donc, ça voudrait dire qu'il y a eu changement dans la facturation en matière d'électricité au Togo. Et maintenant, voilà. Et bon, moi, le commentaire que ça suscite à moi. Non, tu n'as pas la parole. Tu n'avais pas la parole. Isidore, calmez-vous. Allez-y, terminez, Isidore. Tu n'avais pas la parole. Oui, allez-y, tu n'avais pas la parole. Oui. Moi, je suis... Non, pas le droit d'Ernest. Non, pas le droit d'Ernest. C'est que on m'avait donné la parole et j'ai voulu seulement faire une de leur commentation qui est survenue. Bien sûr. Et c'est bien de le rappeler. Allez-y. Et ce n'est pas normal. Vous allez voir que tous les prix des denrées vont augmenter, surtout les produits congelés. Ouais. Ça va grimper. Mais aujourd'hui, est-ce qu'ils ont donné des explications qui poussent à augmenter de 10 ou à 12% les prix unitaires du kilowattheure? Et même les frais d'entretien. On a quelques indices, si vous voulez. Et même les frais d'entretien. Quelques faisceaux d'indices par rapport donc à ce qui peut justifier ceci. Il semblerait que notre pays, le Togo, traverse une situation en termes d'énergie, une situation alarmante, et que le pays doit obligatoirement faire face donc en prenant des décisions fortes. Voilà, quelques indices que nous avons. Bon, voilà, et c'est de l'arnaque. C'est de l'arnaque. Et je suis désolé de le dire. Entretien branchement, à l'époque, c'est 500 francs. Avec TVA 90 francs, ça fait 590. Aujourd'hui, ce que vous avez dit là, bon, je suis désolé, ça veut dire que les ménages qui s'en sortaient avec 2500 francs seront obligés de payer 3500 francs. Pour les ménages qui n'ont que 2 lampes, ils n'ont pas de réfrigérateur, peut-être ils n'ont même pas de ventilo. C'est juste le minimum. Ils n'ont pas de, comment dirais-je, de télévision, peut-être une radio, qui, à l'époque, payait 2000 et quelques, seront obligés d'aller à 3000 et quelques. C'est là où je dis que c'est comme un carburant. L'énergie, c'est un carburant, hein? Bien sûr. Oui, donc les prix vont encore grimper, surtout sur les produits congelés. Akbala et Adokbo et toutes ces choses-là vont grimper. D'accord. Je voulais faire réagir aussi les autres confrères rapidement, puisqu'on doit encore aborder. Ok, non, j'ai terminé. Oui, Acha Ibrahim. Oui, ce que dit Isidore, c'est vérifié. Quand il parle des produits congelés, il ne voit que cet aspect. Mais les moulins, là où on va moudre la farine et tout ça, là, voilà aussi. Il ne faut pas oublier ça. Les bonnes dames aussi qui préparent les mains, s'il n'y a pas l'électricité, ce qu'on ne peut pas en amont mettre en place tous les dispositifs qu'il faut et le lendemain on va les préparer. Celles qui conservent les sauces, les condiments et tout ça là, ça va impacter la vie des citoyens. Ça, il faut avoir le courage de le dire. Et ce qui me met un peu mal à l'aise, c'est que cette décision contraste avec la volonté des autorités togolaises à aller vers ce que nous appelons la couverture universelle en termes d'électricité. Puisque dans le programme du gouvernement, on voit que c'est dit qu'à l'horizon 2030, il y aura une couverture à près de 115% de la population togolaise en termes d'électricité. Et même actuellement, il y a des programmes qui sont développés en termes
de centrales photovoltaïques et pour pouvoir amener les populations à disposer de l'énergie électrique. Donc si on augmente, c'est comme si tous ces efforts-là consentis au niveau des autorités là n'apportent pas de fruits. Donc voilà, on est obligé de resserrer les taux et voir dans quelle mesure on peut disposer de peu d'énergie et donner aux populations. Moi, à mon niveau, je souhaiterais que les sociétés, surtout les services publics, puissent tenir compte de la condition sociale des populations. C'est vrai, l'État a besoin des ressources, mais parfois, il ne faut pas saigner la population. Parfois, il ne faut pas aller vers des mesures qui appauvrissent davantage la population, qui mettent la... C'est le cas aujourd'hui? C'est le cas aujourd'hui? Non, mais c'est le cas. Bon, figurez-vous, moi j'ai fait une programmation. Bon, c'est vrai que moi j'utilise le cash power, comme on le dit, l'énergie prépayée. Mais moi, j'ai fait une programmation. Chez moi, c'est pas au-delà de 5 000. Maintenant, si on augmente, vous voyez, je dois chercher des ressources additionnelles pour augmenter. Alors qu'en réalité, avec l'évolution de la vie et tout ça là, on a besoin d'autres éléments pour mettre une certaine commodité dans notre existence. Ceux qui n'avaient pas, Francisco Napo se moquait de moi la dernière fois parce que j'ai un brasseur en haut de mon bureau qui parfois même ne fonctionne pas bien. Alors qu'en réalité, je devais avoir au moins un split pour me donner de la fraîcheur et me mettre dans des conditions pour pouvoir réfléchir, pour pouvoir écrire mes articles. Vous comprenez? Donc, si maintenant je fais cet effort d'aller prendre un split alors que l'énergie électrique, quand on parle est en train de grimper, ça voudrait dire que c'est tout qui va à mon niveau. Donc, voilà, tu vas en aventure. Il ne faut pas saigner la population. D'accord, très bien. Isidore, vous n'avez pas la parole. Hein. Je donne la parole à Francisco Napokura. J'imagine que ça va être c'est le premier cadeau de la 5e République. Hein. C'est justement ce que j'allais dire, que c'est encore un des meilleurs premiers cadeaux. Il y en aura beaucoup, hein, de la 5e République. Ça, il y en aura beaucoup. Parce que aujourd'hui, quand on voit les finances de l'État, c'est exécrable. Hein? C'est exécrable. Et vous savez, Eric, ce qui est disons, écœurant dans tout ça, c'est que on prend les biens de l'État qu'on donne dans les mains à des gens pour gérer. Et donc, ces gens, qu'est-ce que vous voulez dire? Oui, la CT, ça appartient à nous tous. Oui, bien sûr. Oui, on a donné à des gens de gérer. Mais qu'en est-il de la gestion? Et qu'on nous dise aujourd'hui que l'État a tellement de problèmes. Non. C'est la CT qui a des problèmes, bien c'est l'État. La CT est gérée comme une entreprise. Quels sont les résultats de cette entreprise-là? Où sont les maillons faibles de l'entreprise? Qu'est-ce qu'il faut faire pour redresser la société? Vous imaginez, vous allez voir la suite, mais on nous amène une étudiante qui était en formation quelque part, on vient la mettre à la tête de l'énergie. L'énergie, c'est un maillon stratégique d'un État. Ce n'est pas donné à n'importe qui. Et vous avez vu durant toutes ces périodes, même les grèves à la CT pour contester. Vous voyez, entre le DG de la CT et le ministre de l'énergie, ça ne va pas. C'est des problèmes. Même il se permet même de tenir le sac de sa fille en public. Mais écoutez, on ne gère pas un État comme ça. Et c'est ça qu'on va ramasser comme résultat. Donc, moi, j'aurais préféré, au lieu que l'État fasse un communiqué, qu'on nous présente les bilans de la CT. Parce que ce qui se passe à la CT est grave. Au lieu de commander, par exemple, au lieu de payer ses factures du gaz, parce que nous avons quand même des centrales hybrides qui fonctionnent à partir du gaz. Moi, j'ai fait des ateliers où, à l'époque, on installait le gazoduc du Nigeria au Togo, passant par le Bénin.
Mais c'était un projet qui devait nous mettre, n'est-ce pas, d'avoir de l'énergie, du courant à moins de frais. Mais à un moment donné, au lieu de payer les factures, les gens préfèrent commander le fioul. Parce que sur le fioul, ils ont leur commission. Parce que l'autre, il paye à l'État du Nigeria. Donc, ils préfèrent le fioul. Allez voir ce qui se passe derrière les compteurs cash power. Quand, à chaque année, on doit lancer l'achat de compteurs cash power. Actuellement, il doit avoir en stock plus de 5000 compteurs cash power. Mais on en a commandé, on en a encore commandé, et chacun, directeur au niveau du ministère de l'Énergie, ici et là, chacun a voir son compteur. Quand on dit que le compteur n'est pas bon, c'est l'agent qui a, c'est-à-dire l'équipe qui a jugé le compteur qui n'est pas bon pour marcher, c'est lui qu'on saute de son poste. Et vous me voyez, on achète des voitures, 40 millions ou combien, à une ministre. Et on fait des dépenses et de luxe pour des gens qui gèrent le bien public. Et on ne rend compte à personne. Le jour qu'on vous rend compte, on dit que l'État a des difficultés. Mais ceux qui dirigent l'État ont un niveau de vie comment l'appelle-t-on, des princes saoudiens. Oui, ils vivent comme des princes saoudiens. Et on vient nous dire encore, bon, vous savez, moi je l'avais déjà dit, on devait faire ça un état pickpocket. Donc tant qu'on est disponible à ce qu'on mette la main dans la poche, on enfoncera cette main jusqu'à ce que... Oui, mais est-ce que la situation actuelle ne va pas accentuer, excusez-moi de le dire, mais la paupérisation de nos populations, je veux dire. Mon compagnon, on l'a déjà dit, Atchal a dit, lui, en tant que cadre de Tchamba, il ne peut même pas allumer un climatiseur chez lui. C'est extrêmement grave. Mais quand il va au village, on l'appelle cadre. Bon, bref, ça c'est plus. Mais imaginez, jusqu'au meunier. C'est-à-dire que Eblikban, Mbadjani et Noir, 200. Jusqu'à les villages partout. C'est-à-dire qu'on risque de retourner au Moyen-Âge pour écraser le maïs ou le mil sur les pierres ou les pilets. Mais c'est ce à quoi nos gouvernants nous amènent. Les biens publics doivent être gérés avec dignité. Je me demande quelle dignité ceux-là ont. Ils sont dans des grosses voitures et ils sont là toujours à tendre la main jusqu'en bas, jusqu'aux pauvres paysans pour aller prendre encore le peu qu'il a. Quelle dignité on a face à des trucs comme ça. On danse pour que les gens voient que oui, que c'est nous qui jouissons de la République. Ah bah oui, ça va s'arrêter quand, Éric Gapo? C'est une situation quand même cocasse que nous venons d'avoir en direct dans l'émission par rapport donc à cette augmentation du prix de l'électricité au Togo, tournerait autour de 12%. C'est quand même énorme. Peut-être qu'on reviendra un peu plus sur ce sujet-là. Je voulais vous écouter. Parce que oui, après qu'on parle un peu de la dette, mais bon, je vois que l'heure est totalement partie. Oui, allez-y, Isidore. Bon, il vaut mieux qu'on aille au niveau de la dette. Oui, parlons de la dette, c'est très important. Oui, c'est important. C'est très important. On pourra revenir avec les autres confrères demain, après-demain, donc sur ce sujet de l'augmentation du prix de l'électricité. Mais sur la question de la dette, vous savez, notre pays, depuis lundi, parle de la dette avec l'Union africaine. Tous les pays étaient à l'OME, puisque la rencontre prend fin aujourd'hui. Et avec une question qui nous intéresse, nous, particulièrement au Togo. Qu'est-ce que nous faisons de l'argent emprunté? Et cette question, c'est pas moi qui la pose clairement. C'est Nathaniel Olympio, dans un communiqué hier, qui pose clairement la question. Acha Ibrahim, est-ce que c'est important de poser clairement le débat de l'argent que nous empruntons aujourd'hui? Non, parce que moi, on va poser ce débat, pas de dette publique. Non, de dette privée. Bien sûr, dette publique, bien sûr. Donc, quand c'est une dette publique, ça engage tous les citoyens. Donc, nous avons notre mot à dire sur cet état, ou bien sur ce phénomène. Donc, nous, à notre niveau, nous avons suivi ce qui se passe en termes de conférences sur la dette publique à l'initiative de l'Union africaine. Et nous avons vu beaucoup de personnalités élaboré, on parlait beaucoup, expliquer un certain nombre de choses concernant la dette publique et de la nécessité pour les États africains
d'aller vers une synergie et parler d'une même voie et face aux bailleurs et face à tous ceux qui nous empruntent de l'argent et éventuellement aller aussi dans ce que nous appelons une souveraineté budgétaire. Mais ce qui me met mal à l'aise en termes de souveraineté budgétaire, c'est que, quoi qu'on dise, la main qui demande est impuissante. Elle est toujours impuissante. Vous ne pouvez pas vouloir contracter une dette et imposer vous vos conditions. Vous savez, qu'est-ce qui a amené les institutions financières internationales ou bien les pays en développement là à exiger des conditionnalités en termes de dette? C'est par rapport à la stratégie, c'est par rapport au manque de transparence dans la gestion de ces dettes-là qui fait que les Occidentaux sont obligés de mettre des conditionnalités, de demander à ce que l'affectation des ressources là soit bien claire sur la fiche lorsqu'on demande des choses, lorsqu'on veut contracter des dettes. Parce qu'il y a certains pays, quand vous prenez un peu la Gambie au temps de Yaya Jammeh, c'est connu que voilà, le monsieur vivait dans un luxe vraiment ostentatoire. Et quand le pays contracte des dettes, c'est pour soigner, en tout cas se mettre dans un luxe saoudien, acheter des limousines à Hama, rouler sur des routes cabossées de Banjul et tout ça. Là, vous voyez, quand les Occidentaux voient cela, il va de soi qu'ils prennent leurs responsabilités. Parce que la dette, c'est le pays qui va payer. Ce sont les populations qui vont travailler pour payer cela. Et c'est le contribuable qui doit payer cela. Et non l'individu qui était, disons, aux commandes de la République, sous qui on a contracté cette dette. Donc voilà pourquoi maintenant, quand vous voulez contracter des dettes, on vous demande un certain nombre de choses, d'exigences. Et je pense que les États africains doivent souffrir à ce que leur donateur, que ceux qui leur donnent leurs créanciers là, et mettre des conditionnalités. Ça, c'est pour aller vers ce que nous appelons la transparence en termes de budget et aussi aller vers ce que nous appelons une certaine responsabilité dans la gestion de ces dettes. Aujourd'hui, quand vous prenez un peu les statistiques de la Banque mondiale, on dit que les États africains ont payé près de 1400 milliards de dollars au cours de l'année 2024. Vous voyez que c'est énorme. Quand on a payé ça, quand vous venez sur le terrain, est-ce que vous voyez des résultats? Est-ce que vous voyez beaucoup de réalisations qui témoignent que vraiment il y a eu ces investissements? Parce qu'il ne sert à rien de prendre de l'argent et les mettre dans des pays qui n'ont rien à voir, qui n'ont pas d'impact direct sur la population. Heureusement qu'au Togo, nous sommes ravis d'entendre notre chef de l'État, notre président du Conseil. Ah oui, il va falloir que vous vous habituiez à des termes, précisément. Parler de l'investissement dans les secteurs sociaux, en matière de sécurité aussi, on doit investir là-bas parce que, voilà, quand il n'y a pas la sécurité, il n'y a pas le développement parce que les deux sont intimement liés. Et ça, quand nous voyons des responsables prendre conscience par rapport à cet état des choses et voudraient que la dette contractée puisse servir à améliorer les conditions des populations et puisse servir à aller vers ce que nous appelons la réalisation des objectifs du développement, c'est une très bonne chose. Et ça, il faut soutenir ces dirigeants-là. Il faut montrer d'objectivité, de pragmatisme dans la gestion de ces dettes. Alors, c'est vrai, lundi, le président du Conseil a dénoncé ce qu'il a appelé une architecture internationale injuste. Faure-Gnassingbé a confié à la tribune que ce n'est pas, je cite, ce n'est pas une fatalité économique, c'est le résultat d'un système pensé ailleurs pour d'autres priorités. En réalité, il est en train de dire que ceux qui nous donnent l'argent sont en train de nous rançonner. Francisco Napokura. Ah bon, ok. Oui, malheureusement que mon confrère Achan me dit que Yaya Jammeh qui dit comme un prince saoudien. Vous savez, la question de l'aide, nous, ça nous gêne beaucoup d'en parler, encore que nous avons un chef d'État qui est un économiste. Et vous savez, un de nos derniers articles en matière économique a porté sur Togo, un pays très pauvre, endetté et hypothéqué.
D'accord? Oui, oui. Mais cette dette, quand nous prenons jusqu'en 63, en 1963, le Togo avait un budget non déficitaire, disons excédentaire, qui devait l'acheminer vers la création monétaire et d'une monnaie. Et maintenant, quand vous avez vu après le coup d'État, le pays a eu une stabilité parce qu'il y avait une base jusque les années 70 où les indices ont commencé par dégringoler. Parce qu'en temps, on n'a plus le temps pour danser l'animation politique et autres. Et après, jusqu'en 2005, on a cheminé en 2010. Ce que nous réclamons aujourd'hui, on l'a eu en 2010 avec le PPTE. Oui. Pays pauvre très endetté. Très endetté. Il y avait eu des remises de dettes et le Togo était descendu jusqu'à, je crois, autour de 700 milliards de francs CFA de dettes extérieures. Mais qu'est-ce qui s'est passé par la suite? On s'est mis dans des endettements, des contrats gré à gré. On a construit des routes qui ne tiennent pas. Très souvent, on prend de l'argent sur le marché international à taux d'usurier, parfois à 6,5%. Et on vient construire des routes qui ne tiennent pas 10 ans. Prenez la nationale numéro 1. Je ne parle pas de ce qui datait d'avant Foria Singwe, c'est-à-dire Lomé à Tapamé. Je prends quand vous quittez Atié jusqu'à Sokodé. Vous voyez, la route est formée dernière. La route qui a été construite, qui ne fait même pas 10 ans. C'est-à-dire que vous passez un côté et un non sibé et noir et bon voilà. La route est on a compris. Voilà. Donc, vous prenez de l'argent à taux d'usurier pour construire une route qui normalement doit durer 20 ans. Parce que les routes financées par la Banque mondiale, c'est après 20 ans. Mais ces routes font à peine 5 ans, 10 ans. Ces routes tombent. Et vous dites que vous avez investi. Et Acha nous dit qu'on investit dans le social. Prenez le budget togolais. Combien ne sont pas consacrés au social? On prend une tranche de dépenses de 50, une fois même on est allé jusqu'à 52% qu'on a investi dans le social. Dans quel social? Alors, on me fait signe qu'on doit rendre l'antenne. Je voudrais d'abord qu'on écoute aussi un peu, en une minute, Isidore. Je suis vraiment désolé parce que j'aurais aimé qu'on s'étale à peu près sur ce sujet-là. Mais rassurez-vous, le débat n'est pas clos sur la dette, on pourrait revenir à tout moment. Oui, Isidore. Non, je suis désolé. Je vais le dire ouvertement. Et je vais prendre la balle au bon. Et comment un pays qui, en 2009, faisait partie des pays pauvres dans la terre, et on a remis les dettes. Oui, voilà. On a remis les dettes. Et aujourd'hui, nous sommes à 70% de dettes. Et on a franchi le Rubicon. 4200 et quelques milliards. Oui. Ça veut dire quoi? Quand les gens, on en parle, je passe sous le contrôle de notre économiste. Oui. 70% du PIB, ça veut dire que si vous produisez 100 francs, 70 francs vont régler les frais des dettes. Ce n'est pas pour payer la dette, hein? Oui. Même ces taux dont on parle, il y a d'autres dettes qui sont en bas. Bon, il y a d'autres dettes qui sont en bas. Je continue. Je continue. Oui, vous avez malheureusement 30 secondes, s'il vous plaît. Imaginez, moi je dis que ce sommet-là, c'est un sommet de la honte. Si tu es allé emprunter, tu connais les clauses. Voilà. Et il faut respecter les clauses. Aujourd'hui, qu'on ne vienne pas pleurnicher ou faire des jérémiades, dire que on n'a pas fait ci, on n'a pas fait ça. Mais qu'est-ce que vous avez fait de la dette? Aucun pays ne se développe sans la dette. Le pays le plus endetté, c'est les États-Unis, mais à chaque jour,
les Américains voient l'investissement que la dette a permis de faire dans leur quotidien. Beaucoup. Oui, merci, messieurs. Malheureusement, on n'est pas allé au bout, mais on pourra revenir sur ce sujet une autre fois. Merci à Isidore Akolor, le patron du journal Actu Express, Acha Ibrahim, le patron du journal Temps Nouveau, et Francisco Napokura de Tampa Express. D'ailleurs, Tampa Express est dans les kiosques ce matin. Pour vous qui n'avez pas encore votre numéro, allez sur le marché, dans les kiosques journaux. Le journal Tampa Express est dans les kiosques. Je voulais faire une précision, on aura l'antenne. Pour les maîtres d'école, pour nos enfants, nos petits frères, par rapport à la terminologie de M. Faure Gnassingbé, c'est vrai, vous dites aux enfants qu'il n'est plus président de la République, mais dites aux enfants qu'il est le président du Conseil, tout simplement, et non le président du Conseil des ministres. Parce que dans la loi, la loi fondamentale, c'est président du Conseil, et non président du Conseil des ministres. Voilà, c'est dit. Appelez-moi Saint-Irrigator. À demain.